Avec les confrères, nous avons le plaisir de recevoir pour vous l'ingénieur José Ntedika. Il est le porte-parole national adjoint de l'UNC. Il est également directeur de cabinet adjoint du gouverneur de province, son Excellence Guy Bandou. Je crois qu'en termes de réalisation aujourd'hui, en termes de planning, il avait été prévu au départ la cohésion politique, la cohésion provinciale. On s'y est mis. Au départ, il y avait même une tournée sur la cohésion provinciale qui avait été entamée par le gouverneur juste avant de prendre ses fonctions. On a traversé toute la province, de Kassangoulou jusqu'à Mwanda, Tchela et tout ça, dans ce cadre-là. Mais sinon, sans compter aussi certaines tentatives politiques qui sont entreprises vis-à-vis de tous les partenaires politiques. Parce que dans sa vision, dans la vision du chef du gouvernement provincial, c'est qu'il estime que tout Mukongo est en mesure d'apporter quelque chose, soit en intérieur des institutions, soit même à l'extérieur. Donc, il n'y a pas question de pouvoir stigmatiser ou se stigmatiser mutuellement alors que la province peut bien nous réunir. Donc, je crois que sous cet élan-là, il a eu à rencontrer un certain nombre de personnes, des députés, des acteurs politiques, les plus virulents, les moins virulents. Je crois que personne ne peut dire qu'il n'est pas entré en contact avec lui, soit de manière directe ou indirecte. Je suis mieux placé pour dire que, en tout cas, du moins tous les acteurs majeurs ont été rencontrés. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et en termes de réalisation, je crois que on peut noter quand même que jusque-là, il y a la paix entre institutions, ce qui nécessairement n'était pas visible hier. Donc ça, c'est sur le plan politique, mais sur le plan des réalisations, il s'est mis à aborder un certain nombre d'actions, notamment sur le plan de l'éducation. Récemment, ici, vous avez suivi qu'il y a eu l'octroi de la bourse. Vous avez suivi qu'il y a eu des banques qui ont été déposées dans certaines écoles. Vous avez suivi qu'il y a eu une prime d'accompagnement de la gratuité de l'enseignement dans le secteur de l'éducation, donc primaire et secondaire. Donc, si on prend ces secteurs de l'éducation, on peut noter cela. Mais si on prend aussi au niveau des infrastructures, je crois que le stade de notre stade ici, avec les différents entrepreneurs qui sont autour du stade, il y a des moyens qui ont été alloués de manière à ce qu'on puisse terminer ce stade, mais qu'on puisse nous donner un planning qui puisse permettre justement de pouvoir se dire concrètement quand est-ce qu'on peut rendre le stade. Il y a le marché du sud ici, pour lesquels on a alloué des moyens pour sa réhabilitation. Et ça, c'est au niveau de Matadi. Au niveau de Boma, il y a eu récemment ici le curage de la rivière Kalamo. Il y a eu quoi c'est encore? Je crois que le stade Sokol qui va être réhabilité. Il y a des écoles qui ont été construites, des écoles techniques réhabilitées, Chouozi, Boma, Kimvula. Donc vraiment un certain nombre de... Ça, c'est dans les faits. Donc voilà un peu, sinon je me livre à votre exercice, mais un certain nombre de secteurs, donc des écoles qui sont réhabilitées, et voilà un certain nombre de faits sur le plan factuel qui fassent que, bon, dans les projections, on sent qu'il y a une certaine démarcation par rapport à hier, par exemple. Merci beaucoup, cher consoeur, pour la parole, et merci également à votre disponibilité, monsieur le directeur de cabinet adjoint, chargé des questions politiques et administratives du gouverneur Guy Bandou. Ma première question est celle de savoir, 100 jours après l'investiture du gouvernement Guy Bandou, nous avons constaté une pléthorique dans la composition de ces gouvernements et qui va d'ailleurs au-delà de ce que la Constitution fixe comme taille d'un gouvernement provincial. Et malgré cela, cette taille reste maintenue
Mais il y a un constat amer, monsieur le directeur des cabinets adjoints. 7 commissaires généraux, jusque-là, sont sans bureau officiel. Et nous remarquons également qu'au niveau du gouvernorat des provinces, il y a aussi une pléthorique de nominations. Et fort est de constater que même la salle des restaurants est aujourd'hui transformée à un bureau de travail. Peut-on conclure Guy Bandunungi, du gouverneur du Congo central, est venu pour satisfaire les assoiffés politiques ou pour travailler réellement pour le redécollage de la province du Congo central, comme il a si bien souligné lors de sa campagne électorale? Il est venu pour travailler. Vous avez posé la question. Je vous dis qu'il est venu pour travailler. Et les commissaires sans bureau, c'est aussi une préoccupation? Les commissaires sans bureau, on est en train de s'employer, mais sinon les commissaires travaillent. On ne va pas dire, je pensais que les commissaires qui ne travaillent pas, mais vous avez dit les commissaires sans bureau. Mais au moins ils travaillent. Voilà que, en fait, l'essentiel c'est d'abord de travailler, le reste ça va suivre. Donc voilà un peu ce qu'on peut vous dire à ce stade-ci. Maintenant, il y a quand même un aspect, mais je voudrais vous corriger. Hein. Enfin, je ne voudrais pas vous corriger, mais je voudrais qu'on se mette quand même d'accord un peu sur ça. La Constitution a déterminé le nombre de ministres. OK. Et vous allez voir que dans le gouvernement qui avait été présenté, c'est qu'on a 10 ministres. Ça n'a pas échappé aux règles constitutionnelles. Avec 10 commissaires généraux qui bénéficient des mêmes avantages que les ministres. J'aurais bien voulu, vous, en tant que journaliste, que vous puissiez me dire à quel niveau on a fauté. À quel niveau on a fauté. Est-ce que c'est interdit par la Constitution d'avoir des commissaires généraux? Non, c'est muet par rapport à ça. Donc, je crois qu'il y a un principe élémentaire en droit qui dit que tout ce qui n'est pas interdit par la loi expressement est permis. Pour ne pas monopoliser la parole, mais nous nous en souviendrons lors de l'époque de l'ex-gouverneur Atumatubouan Nkuluki, qui a également emboîté les pas dans cette allure-là de nomination de commissaires généraux, et qu'il a été rappelé par le ministre national de l'Intérieur qu'il ne faut plus nommer des commissaires généraux. Il s'était limité à 3. Mais grand est notre étonnement de voir aujourd'hui le gouverneur Guimand en dépasser, aller au-delà, arriver jusqu'au niveau de 7 commissaires généraux, et qui d'ailleurs vous a aussi causé du tort en termes de budget. Vous étiez contraint de pouvoir rentrer au niveau de l'Assemblée nationale pour que ces commissariats généraux soient pris en compte par le budget provincial. Non, ce n'est pas ce qui a amené à pouvoir mettre en place un budget rectificatif. On a pris le pouvoir en plein mandat. Et donc, je crois qu'il est de bonne loi que par rapport à certains paramètres, qu'on puisse accéder à un budget rectificatif. Donc, ce n'est pas seulement le motif, peut-être que vous avez été mal renseigné ou que peut-être vous êtes de bonne foi, mais je ne voudrais pas dire que vous soyez de mauvaise foi. Ça, je ne voudrais pas dire ça. Mais ce n'est pas le fait d'avoir des commissaires généraux qui a amené à ce qu'on ait ce budget rectificatif. Ce sont d'autres besoins internes qui font que ça c'est même à tout niveau, puisque c'est permis quand même par la loi de finances. Et donc, chaque fois qu'il y a un budget rectificatif, ce n'est pas parce qu'il y a des commissaires généraux. Non, ce sont des indicatifs extérieurs qui puissent permettre justement à pouvoir actionner cette manœuvre légale. Oui, donc c'est ça. Maintenant, ceux qui vous disent que ce n'est pas constitutionnel, qui revoient quand même la chose, ce n'est pas du tout correct ce qu'ils disent là. Mais je ne voudrais pas que vous puissiez tomber dans ces jeux-là. Voilà. Monsieur le directeur des cabinets adjoints, je vous ai vu très à l'aise parlant du stade Lumumba, qui devient pour les Matadiens, qui ressemble à une blague désormais, parce qu'à chaque fois qu'arrive un nouveau gouverneur, rebondit la blague stade, cette fois-ci, et la paix. Et je vous ai vu sûr, très rassuré par rapport à ces dossiers, considérant que dans un planning que personne ne connaît jusqu'à ce jour, parce que vous avez laissé entendre que jusqu'à ce jour, le planning s'est fait attendre. 10 jours après sa visite, disait-il, le gouverneur, parce que la dernière visite qu'il a effectuée sur place,
disait-il, 10 jours après, il ferait un point de presse pour fixer l'opinion sur les délais réels de la fin des travaux dans ces stades. Et plus d'un mois après, pratiquement, on considère que le point de presse ne s'est jamais tenu. Et vous-même qui êtes son directeur de cabinet adjoint, considérez que vous attendez encore le planning jusqu'à ce jour. Sommes-nous encore dans cette posture-là de blague, comme le pensent certains Matadiens, ou vous pensez que vous allez fixer les Matadiens sur le temps qui reste à attendre ces stades? Daniel, je suis fort aise de pouvoir parler avec vous. Je sais que vous êtes des chevronnés de la presse. Je sais aussi que vous n'êtes pas de moindre. Je sais que vous avez de l'expérience qu'il faut. J'aurais voulu que vous ayez précisé aux téléspectateurs que la construction du stade, logiquement, est l'apanage du budget d'investissement, lequel budget d'investissement est pris en charge par le gouvernement central. Vous le savez. Vous aurez pu le dire. Donc, le docteur Guiban, devenu gouverneur, pouvait ne pas se concentrer à cela. Pourquoi le fait-il? Pouvait ne pas se concentrer à cela, il ne serait pas blâmable. Par contre, aujourd'hui qui s'y intéresse, il faut plutôt l'applaudir. N'en déplaise, les moyens ont été débloqués pour terminer le stade. Et vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Entre-temps, le planning pour la fin des travaux, c'est le planning qui doit être présenté par les entrepreneurs. Et je crois que d'ici là, ils vont dévoiler le planning parce que tous les moyens ont été débloqués. Ils doivent dévoiler le planning, lequel planning sera mis à votre disposition. Mais considérez-vous comme sérieux, monsieur le Dirkaba, que Sodima Semango, à qui vous avez donné tous les moyens pour terminer les stades, ne soit pas à mesure jusqu'à ce jour de vous donner ces plannings? Ils doivent le présenter. C'est à eux de prouver justement qu'ils sont sérieux ou pas. C'est à eux de démontrer qu'ils sont sérieux ou pas. Mais sinon, pour celui qui a débloqué les moyens pour lesquels il aurait dû ne pas s'engager, mais pour l'intérêt justement de la population de Matadi, qu'il est venu servir. Pour l'intérêt de la population, il a débloqué ces moyens-là. Je crois qu'on aurait dû l'applaudir que le blâmer. Ça relève aujourd'hui, donc, devons-nous considérer de la volonté libre de Sodima Semango? Non, il n'y a pas de volonté libre parce que les moyens alloués ne sont pas des moyens privés, ce sont des moyens étatiques. Donc, ils sont contraints justement de présenter cela. Contraints de présenter le plan. Voilà, merci beaucoup, cher consoeur, de m'accorder la parole. Ingénieur José Tedika, directeur de cabinet adjoint du gouverneur de province, chargé des questions politiques et administratives. Et puis conseiller du chef de l'État. Voilà, et conseiller du chef de l'État, porte-parole national adjoint de l'INC. Voilà. Toutes ces tout ça fait partie de mon parcours. C'est votre parcours, c'est vraiment costaud. Ouais. Mais ça, vous étiez très très à l'aise et vous l'êtes jusqu'à présent lorsque vous parlez de ce bilan à mi-parcours du gouvernement provincial piloté par le gouverneur Guibandou Ndungidi. Plusieurs questions d'actualité, comme déjà il est intitulé de notre émission. Il y a notamment la sécurité qui fait couler encre et salive au sein de la province du Congo central, avec notamment une évasion massive d'environ 200 détenus au niveau de la prison centrale de Kamolaï. Quelles sont les dispositions sécuritaires que le gouvernement Guibandou a prises pour éviter cette hémorragie et au besoin essayer un peu de récupérer ceux qui ont quitté cet enclos, puisque ça vient en quelque sorte défavoriser les climats sécuritaires. Depuis que cette évasion a eu lieu, plusieurs actes criminels se commettent un peu partout, Matadi, Boma, Mwanda, Kipese, Mbanzangougou, nous sommes informés sur ça. Quelles sont les dispositions que le gouvernement Guibandou a prises par rapport à ça? Bon, déjà, vous savez que les matières sécuritaires sont des matières sensibles qu'on ne met pas sur la place publique nécessairement. Hein? Donc, il y a des dispositions qui sont prises, mais tout ne va pas être dévoilé. C'est vrai qu'on doit déplorer les évasions qui se sont produites, mais il y a des mesures qui sont prises justement pour que cela ne revienne plus. On ne va pas les dévoiler. Mais déjà aussi, je crois que sur le plan de la sécurité, avec la police, on a dû réhabiliter
les charrois pour permettre justement à ce qu'ils soient tout à fait opérationnels. Ça, ce sont des mesures qui sont prises. Mais sinon, d'autres aspects opérationnels, ça, ce ne serait pas sur le plateau de la télévision qu'on regarde la sensibilité de la chose. Mais je crois que sur le plan de la sécurité, il faut quand même qu'on puisse rassurer la population pour dire que bon, il y a des mesures qui sont prises. Mais quand je suis en train de faire, quand je suis en train de dévoiler certaines réalisations, notamment sur la nation numéro 1, il y a des dispositions qui sont prises sur le plan sécuritaire, sur le plan même de la conduite. Je crois que vous allez observer que tous les véhicules, toutes les caracasses qu'il y a sur la nation numéro 1, et on est en train de les évacuer pour devoir les placer dans un endroit bien déterminé, avec certaines mesures qui vont être prises. Mais un aspect quand même sur lequel je voudrais revenir, sur le plan de l'éducation. Il y a une bourse d'études qui avait été octroyée, je pensais que vous alliez y revenir, parce que c'est ça justement des choses qui sont sensibles. On allait y arriver quand même. Ah, vous alliez y arriver. Donc j'attends quand vous allez arriver. Bon, comme vous êtes déjà là. Ah bon, voilà. Il y a une bourse qui avait été octroyée, on a octroyé 20 bourses auprès des personnes les plus méritantes, venant de toutes les couches sociales. Donc, ça permet une certaine égalité. Mais quand on voit aussi les domaines qui ont été choisis, la polytechnique, gaz et pétrole, géologie, agronomie. Donc là, la démarcation qu'on peut dégager, c'est sur le plan de la vision. Parce que notre province, c'est une province qui renferme quand même des potentialités en termes de mines. Mais si aujourd'hui on n'a pas des gens qui vont qui axent leurs études vers la géologie, on se plaindra encore, oser faire passer des gens à la télévision pour dire voilà, nos emplois ici sont pris par d'autres personnes. Mais si vous n'avez pas l'expertise qu'il faut, c'est d'autres personnes qui vont venir travailler. Et là, on va s'en plaindre. Donc, de la part du maître de l'action, qui est le gouverneur, il y a une certaine vision qui se démarque. C'est une vision à long terme, une vision futuriste, une vision du futur. Il faut qu'on ait des géologues pour venir travailler. Il faut qu'on ait des polytechniciens des Bas-Congo, parce que nous avons des potentialités énergétiques. Il faut qu'on ait beaucoup plus d'agronomes, parce que nous avons des potentialités agricoles. Notre province est à vocation agro-pastorale, mais elle a des potentialités minières et énergétiques. Donc, il faut pousser les gens à aborder ces genres d'études, pas nécessairement ce qu'on a déjà fait, mais ces genres d'études, de manière à ce qu'ils puissent être les personnes qui puissent être utilisées pour exploiter les différentes potentialités que nous avons. Il y a notamment pêche et élevage. Vous savez que nous avons des potentialités aussi. Il y a le fleuve, il y a la mer. Donc, tout ça, c'est pour que vous puissiez comprendre dans la conception de l'homme ce qu'il veut du Congo central de 2030, 2040. Donc, Merci. Voilà un peu. Ça aussi, c'est des aspects sur lesquels il faut insister, qui dégagent la démarcation qu'il peut se faire par rapport à d'autres prédécesseurs ou par rapport aux prochains successeurs. Merci beaucoup, ingénieur José Ntedika. Je profite encore de cette parole m'accordée par notre cher consoeur. Le gouverneur de province, Dr Guy Bandundungidi, avant son investiture, a même déclaré à la place Mosé Kabila, devant la population, devant ceux qui sont venus l'accueillir et le saluer, lors de sa tournée, sa caravane baptisée de la cohésion provinciale, que la population du Congo central sera informée de tout ce que le gouvernement fera et de la gestion des ressources de la province du Congo central, de ce qui sera mobilisé et de ces dépenses-là. Pourriez-vous nous dire, en tant que directeur de cabinet adjoint, combien le charroi automobile du gouverneur de province et la location de sa résidence fait dépenser à la province? Et en dehors de cela, puisqu'il a promis la redevabilité à la population du Congo central, qui a mandaté ses élus qui l'ont élu à son tour,
Jusque-là, depuis qu'il est au pouvoir, la DGRKC, on n'a pas encore senti cet esprit-là de redevabilité que, admettons, le mois de novembre, le mois d'octobre, le mois de septembre, votre régie financière a mobilisé autant. Bon, je crois que d'abord, il ne se soustrait pas de l'exercice de la redevabilité. Et donc, à tout moment que les élus du peuple, qui sont de manière traditionnelle, l'organe qui puisse justement interférer dans ces systèmes-là, aura besoin de certaines informations, et bien, il l'aura sans problème. Maintenant, combien ça coûte son logement et tout ça, je retiens simplement qu'au fait, il est pris en charge par l'État. En tant que gouverneur, il a droit d'être logé, il a droit d'être véhiculé. Maintenant, combien ça coûte, ce sont des détails sur lesquels... Nous avons posé cette question puisque l'État a prévu une résidence officielle pour le gouverneur qu'il n'occupe pas jusqu'à ce jour. Nous ne savons pas pourquoi. L'État a également prévu une Jeep officielle pour le gouverneur. Et d'ailleurs, ses prédécesseurs l'ont utilisé et cette Jeep continue à rouler en bonne et due forme jusqu'à aujourd'hui. Nous ne savons pas les raisons qui ont fait qu'il puisse se choisir une autre Jeep. Ah, mais je pensais que cette Jeep-là ne roule pas et que ça serait chez lui à la maison. Mais la Jeep continue à rouler. Elle roule avec du carburant. Elle roule normalement. Mais quel est le problème? Je pensais qu'elle ne roulait pas et qu'on l'aurait dissimulé. Sauf que cette Jeep-là roule. Ça roule, bien, mais utilisée par une autre personne. Je n'ai pas appris ça. Je sais qu'elle roule. Monsieur le Dirkaba, le chef de l'État tient aux élections 2023. Et si on peut voir le timing qui reste à votre gouvernement, on peut estimer à 1 année. Et au regard du temps qui est déjà passé, les observateurs avertis se disent que la population a tellement cru au gouverneur Guy Bandou par rapport au programme d'action qu'il a présenté. Et jusqu'à ce jour, 4 mois passés, c'est comme si le gouvernement provincial ne touche pas encore le fond du problème de la population. Et il y a déjà des murmures, hein? Il y en a qui disent que c'était pas de la démagogie, il est venu nous dire des belles paroles pour nous flatter, il a flatté les députés et voilà qu'on lui donne le pouvoir, la population ne s'y retrouve pas. Oui, déjà il faut se mettre d'accord sur le fond du problème. Quel est le fond du problème? La province a des sérieux problèmes par rapport à la sécurité. Il y a eu évasion, les collègues ont posé la question tout à l'heure. Il y a le problème d'énergie, il y a le problème d'eau, d'électricité, et le social et tant d'autres. Les routes des dessertes agricoles, c'est comme si rien n'est encore fait, hein, mes chers amis. Les routes des dessertes agricoles, c'est comme si rien n'est encore fait. Alors, nous nous informons, ne vous en faites pas. Nous sommes derrière chaque ministre pour suivre ce qui est en train d'être fait. Est-ce que, je vais un peu paraphraser certains confrères qui disent, est-ce qu'on doit attendre encore ou bien c'est vraiment l'homme qu'il fallait, c'était l'homme de la situation, voilà, pour la province? Oui, j'espère que je ne suis pas en face de l'opposition. Pas du tout, mais nous présentons juste les préoccupations de la population. Parce que l'opposition ne reconnaît jamais, moi j'ai fait l'opposition, je sais un peu comment ça se passe. L'opposition ne reconnaît jamais même ce qui est fait. Quand vous dites le fond du problème, je prends un secteur, la prime de la gratuité, l'accompagnement de la prime de la gratuité de l'enseignement. À travers tout le pays, je crois que nous sommes la première province à pouvoir faire cela. Et ça ne fait pas partie du fond des problèmes. Les secteurs de l'éducation, ça ne fait pas partie du fond des problèmes. Mais si, avec des moyens aussi précaires qui sont les nôtres, mais la volonté est là. Ça fait partie du fond des problèmes. Je vous ai dit, le problème d'évasion. On sait, entre-temps, les domaines d'ordre opérationnel ne peuvent pas être dévoilés. On pouvait même faire vous m'interrompez. Vous m'interrompez alors. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. On pouvait même faire le Vox Pop, prendre les différentes réactions de la population.
et vous présenter pendant l'émission pour vous faire voir Mais c'est pour ça que je dis... directement la réaction de la Je population. suis fort aise parce que je suis devant les journalistes qui peuvent relayer. Voilà. Mais entre-temps... Donc nous relayons, oui, on n'est pas des opposants. On vous demande de relayer parce que vous amenez le discours de l'opposition. Un discours d'opposition, alors que vous savez les réalisations qu'il y a. Il faudrait qu'on s'entende sur ce point-là. En tout cas, ne nous confondez pas aux opposants. Nous ne faisons vous apporter mais ne vous en faites pas. Moi, je suis les préoccupations de la population. Même si vous étiez de l'opposition comme mon frère, je serai à l'aise. Ne vous en faites pas. Non, pas du tout. Là, nous sommes tous des journalistes. En tout cas, on n'a pas d'autres casquettes. Hein. Maintenant. On n'a que des casquettes des journalistes. Maintenant, c'est pour ça que je vous donne des éléments pour que vous puissiez relayer. On a réhabilité le marché sud. Est-ce que ce n'est pas toucher le fond du problème? Parce que, en limite, in fine, dès qu'on va terminer cela, tous ceux qui sont sur la rue et tout ça, on va devoir les drainer vers le marché sud. Et donc, du coup, ça va réjaillir, par exemple, sur des embouteillages. Donc, il y a toujours un certain nombre de problèmes, ce qui concerne le fond du problème. Parce que c'est là où on doit se mettre d'accord sur le fond du problème. Donc, on est en train de s'y mettre. Maintenant, je crus entendre un peu là, et tout ça, je crois, le gouverneur n'a pas à passer tout son temps pour dire, voilà ce que je fais pour la population. C'est comme un père qui achète du pain pour sa population, qui fait étudier ses enfants. Il n'a pas allé à tout moment dire, voilà, j'ai acheté du pain, je fais ceci, parce que c'est son rôle. Donc, il est dans son rôle de pouvoir octroyer les moyens pour le stade, de pouvoir réhabiliter le marché sud, de pouvoir inaugurer par exemple la montagne de Cabral. Hier, pas plus tard qu'hier, il y a le programme Matadi Munkete, ça veut dire qui touche l'environnement, sur lequel il s'est lancé. Donc, il n'a pas nécessairement à faire tous ces genres de bruit autour de ce qu'il réalise. Non, parce qu'il estime, c'est toute cette démarcation-là, parce qu'il estime qu'il le fait et c'est pour ça qu'il a été élu. C'est comme un père, il n'a pas acclamé à tout moment qu'il achète du pain pour ses enfants. Donc, c'est aussi une autre façon de gérer la chose publique. Ce ne serait pas le monsieur qui viendra dire, voilà, j'ai fait un don d'une rue, j'ai fait un don de ceci. Non. Un ministre, un gouverneur, un président n'a pas de dons à octroyer, il travaille pour sa population et c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà. Merci encore, conseiller, pour la parole. Monsieur le directeur des cabinets adjoints, vous vous souviendrez avec moi, parce que vous avez également bâti campagne du gouverneur, vous vous souviendrez avec moi que lors de la tournée que le confrère Roger Missamo a soulevée ici, la tournée de cohésion provinciale, comme vous l'aimez bien l'appeler, le gouverneur de province, et jusque-là, j'en ai encore dans mes annales, a promis aux jeunes du Congo central de l'emploi dans des entreprises publiques. Il a déclaré ouvertement. Aujourd'hui, 100 jours après, pouvez-vous nous dire combien de jeunes ont décroché de l'emploi dans des entreprises publiques? Ne pas s'accrocher à ce que le ministre Liaou venait de faire ici au Congo central, mais par les propres efforts du gouvernement provincial. Pouvez-vous nous dire, messieurs le directeur, la réhabilitation de ces marchés s'avère une priorité du fait que vous aimez bien appeler, ou sinon vous êtes bien appelé par la population matadienne tout ça, voilà, c'est-à-dire vous maîtrisez très bien la ville de Matadi, et que le marché sud peut fréquenter par rapport à celui d'un Voadou, Mikondo, Damar. Mais ces trois marchés souffrent ou sinon deviennent un véritable casse-tête pendant cette saison fluvieuse pour la population matadienne. Les gouverneurs ne devraient pas-ils débuter par là? Vous avez également parlé de Boukete pour conclure de ce programme que vous avez lancé, Boukete. Mais on se souviendra que la mairie de la ville portuaire de Matadi a emboîté les pas dans ce sens-là, assainir la ville portuaire de Matadi qui, hélas, a prouvé suffisamment ses limites. Qu'est-ce que vous avez mis sur pied comme stratégie adéquate pour que demain, dans un délai bref, que nous puissions voir la ville de Matadi être assainie dans tous ses recoins?
Merci. Merci beaucoup. Bon, déjà, je constate que vous avez posé, je crois, 4, 5, 6 questions. Donc, je vois, vous allez comprendre qu'il y a certaines questions auxquelles Je peux rappeler, ne vous en faites pas, je suis à l'aise. Mais s'il arrive que je n'aborde pas une question, donc comprenez que... Oui. Maintenant, je vais commencer par une chose. Était-il prioritaire de commencer par le marché du Sud? Aussi, qui fixe les priorités? Est-ce les journalistes? Est-ce la population? Est-ce l'opposant que vous êtes? Non, non, je ne suis pas opposant. Bon, alors maintenant, c'est tout cela sur lequel on doit se mettre d'accord. C'est le gouvernement qui fixe les priorités, au regard des éléments à sa disposition qui peuvent nous échapper tous. Le maître de l'action, c'est le gouverneur. C'est lui le chef du gouvernement. Donc, c'est lui, au regard d'un certain nombre d'éléments qui sont à sa disposition, qui ne peut mettre à la disposition des gens, qui fixe que la priorité, c'est le marché sud, par exemple. Doit-on le blâmer parce qu'il a construit le marché? Ça veut dire, parce que s'il avait commencé par Dama, compte tenu de la mauvaise foi que je peux lire dans vous, vous allez dire, vous allez... À nous attribuer des choses. Non, mais attendez. Des qualifications. Non, il n'y a pas de qualification. Il n'y a pas de qualification. Monsieur le Durkaba, sentez-vous à l'aise. Voilà, justement. Les questions sont nôtres et les réponses sont vôtres. Ah, donc moi aussi, permettez-moi de répondre de la méthode que je voudrais. De la méthode que je voudrais. Donc, s'il avait commencé par Dama, on allait dire, pourquoi ne pas aller faire Sud? L'économie, explication simple, c'est la répartition des ressources rares pour des besoins divers. Les besoins sont toujours divers, multiples. Les ressources sont rares. Vous comprenez? Les ressources sont rares. Il estime que, maintenant, il commence par Dama, par Sud. Demain, il va aller Dama. Après, tout ça. Mais là aussi, c'est un procès quand même. Vous comprenez? On a commencé par le marché Dama, avec les moyens qui sont disponibles et qui pourront être disponibles demain. Peut-être qu'on va voir d'autres personnes. Et les éléments que vous mettez à notre disposition, ce sont les inputs qui puissent permettre justement de pouvoir... Donc, vous avez posé plusieurs questions. Donc, voilà un peu, si je peux globaliser. Sur Matadi Moukete, je vous rappelle, je l'ai suivi. Oui, vous avez... Matadi Moukete a démontré... Là où la mairie a échoué. A démontré ses faiblesses. Bon, attendez. Je voudrais être un peu... Mais assez souvent, nous prenons des produits contre la malaria. Et c'est parce que tel produit ne vous a pas guéri que demain, vous ne pouvez plus utiliser un autre produit. Non. Donc, il y a des mesures qui sont faites en corrigeant ce qui n'a pas été bien fait, de manière à ce que nous puissions mieux faire. Mais entre-temps, on veut déjà vous mettre à l'aise, c'est que ce qui est fait, c'est une œuvre humaine et que peut-être en mi-parcours, on pourra observer certaines faiblesses. Vous vous excusez déjà, c'est des excuses. Il n'y a aucune excuse parce que nous estimons, je crois que ce n'est pas nous qui avons dit, que l'œuvre humaine est perfectible. Ce n'est pas nous qui le disons. Et vous le savez mieux que nous, à moins que vous ne vouliez pas... La perfection est un idéal. C'est un idéal. Donc maintenant là, Matadi Moukete est fait ou est engagé en tenant compte de certaines imperfections qui ont été faites de manière à ce qu'on puisse évaluer. Mais entre-temps, nous nous mettons à votre disposition pour différentes observations qui peuvent être faites pour que nous puissions mieux faire. Sans nos côtés des intentions. Non, ne vous en faites pas. Moi, je suis l'ami des journalistes. Monsieur... Ah, oui. Voilà. On veillera sur ça. Et il veillera sur ça de manière à ce que dans les entreprises, on puisse tenir compte des engagements locaux. Et ça, c'est important. Il y verra. Mais non, vous savez, mon frère Osé, mais les entreprises, les différents engagements, ils dépendent de Kinshasa. Donc, dites-nous, quelles sont les entreprises qui ont engagé à ce moment si précis et qui a échappé à ces gens, qui a échappé à
aux directives qui ont été émises pendant la campagne. Non. Maintenant, vous savez qu'on n'engage pas. Parce que vous dites c'est Kinshasa. Et pourquoi l'avoir promis? C'est de la démagogie consciente? Il n'y a pas de démagogie. Parce que les mesures d'engagement sont prises au niveau national. Les mesures d'engagement. Ne les savait-il pas les gouverneurs promettant Matadien? Non, attendez. Les engagements à travers toute la République ont été suspendus. Et vous le savez, ça a été une mesure du chef de l'État à travers son directeur de cabinet. Vous comprenez? Dès qu'on lève les mesures au niveau des entreprises publiques qu'on engage, évidemment, on veillera à cela. Donc, il ne s'est pas encore départi de ça. Mais ce n'est pas faux, monsieur le Dirkaba, lorsque tous les Congolais savent aujourd'hui que les emplois dépendent des engagements politiques. Ce sont les militants de partis politiques qui trouvent de l'emploi parce que ça fait partie des répartitions de ce qu'on appelle habituellement la distribution des gâteaux au niveau national. Les gens aujourd'hui trouvent de l'emploi de cette façon-là. Vous voulez donner de l'espoir à ce jeune Matadien qui a fini ses études et qui pense qu'il peut amener sa lettre de demande d'emploi dans une entreprise d'État pour se faire engager. Vous pensez? On continue à donner de l'espoir parce que je pensais que vous allez me dire on a engagé dans telle entreprise et ce que le docteur a dit n'a pas été observé. Le docteur est devenu gouverneur, n'a pas été observé. Monsieur José, merci beaucoup. Nous allons très rapidement. Je sais que nous sommes poussés par les temps. Nous avons 3 petites questions à vous poser. Nous estimons que vous allez y répondre sans nous opposer des accusations d'opposants. J'espère vous mettre à l'aise. Parce que nous ne faisons que notre travail. Je suis à l'aise. Nous ne faisons que notre travail de journaliste. Monsieur le Dirkaba, je voudrais revenir sur une question déjà posée. J'espère trouver cette fois-ci une autre réponse. Les véhicules, la résidence du gouverneur, et nous allons ajouter un service de gardiennage, une nouveauté dans les circuits du gouvernorat. Il y a une résidence, il y a un charroi automobile. Les commissaires, vous dites que ce n'est pas interdit par la Constitution. Est-ce une façon pour vous de faire de la cohésion provinciale? Parce que vous avez parlé des différentes rencontres que vous avez eues, un gouvernement pléthorique avec 10 commissaires, beaucoup de nominations à gauche et à droite. Est-ce cela que vous appelez cohésion provinciale? Parce qu'il faut donner les véhicules officiels du gouverneur à un collaborateur, c'est ce qui se raconte. Il faut laisser la résidence officielle du gouverneur occupée par, je ne sais, est-ce que c'est vide, est-ce que c'est occupé? C'est la question que de nombreuses personnes se posent. Il faut mettre en service des gardiennages. Nombreux de ceux qui s'interrogent, qu'est-ce que ce service fait dans une institution, au siège d'une institution gardée par la police républicaine. Et tout ça, c'est ce que vous appelez cohésion provinciale. Il y a eu un problème, j'espère que vous n'allez pas oublier, 3 petites questions. Il y a eu un problème en Banzango. Jusqu'aujourd'hui, la population du Congo central attend la version officielle du gouvernement provincial. Qu'est-ce qui s'est passé en Banzangongo? Et la petite 3e question, Guy Bando a promis, il a immédiatement après son élection, il est allé au-delà de nos frontières à la recherche des investisseurs. C'est ce qui a été dit. Où sont ces investisseurs jusqu'à ces jours, monsieur le Dirkaba? Je voudrais commencer par votre dernière question. Je crois qu'il y a 2 semaines ici, parce que vous avez dit qu'il s'est déplacé, effectivement il s'est déplacé, il est allé en Inde. Il y a 2 semaines ici, il y a eu des opérateurs qui sont venus, ils ont visité au niveau du gouvernement provincial. Il y a eu, on a eu à débattre de l'installation dans les jours qui viennent de parcs agricoles à Luozi et puis à Somololo ici. Donc il va devoir engager tout le système de la production à la consommation, chaîne de transformation et tout ça. Et donc il y a déjà des partenaires par rapport à cela et ils sont on est déjà dans les pourparlers et ces opérateurs indiens sont arrivés il y a 2 semaines. Ils sont allés jusqu'à Luozi, ici à Somololo. Donc, dans les jours qui viennent, ça va devoir être installé. Je ne sais pas si ma réponse peut vous mettre à l'aise. Mais on n'est pas là à faire trop de bruit. À 4 mois, ne nous demandez pas d'avoir des résultats de 5 ans après mandat.
Moi, je pensais que déjà, ce qui est en train d'être fait peut être extrapolé et avoir des applaudissements de votre part. Maintenant, les autres aspects dont vous parlez sur les commissaires généraux, non, chers amis, en droit, il dit ceci, ce qui n'est pas expressément interdit est permis. Parce que si ce n'était pas permis, on allait blâmer. À ce jour, que je sache, il n'est blâmé ni par ses chefs hiérarchiques, ni par les acteurs politiques, mais plutôt par certaines personnes de mauvaise foi, mais auxquelles je ne voulais pas vous assimiler. Hein? Vous comprenez? Vous avez parlé des moyens tout à l'heure. Ça fait dépenser de l'argent à la province, monsieur le Dirkaba. Tout ça, est-ce que c'est une façon pour vous de faire la cohésion provinciale? Bon, maintenant, je ouvrir des brèches de dépenses. Non, mais attendez. L'argent de l'État. Ça n'a pas empêché à ce qu'on puisse allouer les moyens pour terminer le stade. Ça n'a pas empêché à ce qu'on puisse allouer les moyens pour réhabiliter le marché. Ça n'a pas empêché à ce qu'on puisse appeler les investisseurs pour qu'on puisse réaliser les 2 parcs à venir. Ça n'a pas empêché à ce qu'on puisse allouer les moyens pour curer la rivière de Kalamou. Ça n'a pas empêché, parce que au lieu... Aussi faut-il dire combien vous avez dépensé pour tous les travaux que vous citez. Attendez, non, on voit d'abord les travaux, on voit d'abord l'intention, parce que c'est important. Le président Vital Kamerhe disait autrefois, le rêve, c'est le carburant de grandes réalisations. Donc il faut d'abord rêver. Il faut d'abord rêver. Et nous pouvons constater que dans les chefs du gouvernement, il y a ce rêve-là de faire autrement, d'orienter autrement la province. Ce rêve-là est là. Donc, c'est le carburant des grandes réalisations. Maintenant, le reste, on va entrer dans les détails. Mais moi, je n'entre pas dans les détails. Comme j'ai toujours dit, c'est dans les détails que réside le diable. Ah, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Mais parlons plus de ce qu'il a fait. Malgré tout ce que les gens peuvent dire, même s'ils le réalisent, on cherchera toujours la petite bête. Mais n'entrons pas dans ces détails-là, parce que c'est dans les détails que réside le diable. Donc voilà un peu, parlons plus de réalisation qu'il faut applaudir. Mais jusque-là, vous n'avez pas le courage d'applaudir. Parce que si vous aviez le courage d'applaudir, je vous verrai applaudir. Les commissaires qui travaillent jusqu'à ce jour sous les manguiers. Aucun ministre ne travaille sur le manguier. Non, mais quand un ministre n'a pas de bureau. Mais non, quel est le ministre? On s'entend qu'il est sous les manguiers. Non, ils sont pas ambulatoires. Bon, alors maintenant, des cas concrets. Quel est ce ministre qui est ambulatoire? Nous parlons de commissaire. Lequel? On ne peut pas essayer de citer les noms. Ah non, sinon. Mais lequel? Du moins, vous avez reconnu ici, dans cette émission, que cette commissaire jusque-là reste ambulatoire, sans bureau. Ils ont des installations, parce qu'ils travaillent quand même. Dans leur maison. Sans bureau. Ils ont au moins des installations. Bon, maintenant vous entrez. Officiel, non officiel. Non. Au moins ils ont un cadre. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un cadre dans lequel ils travaillent. Et ils réalisent pour l'intérêt de la province. Vous pouvez nous donner l'adresse du commissaire général en charge des hydrocarbures? D'abord, il n'y a pas un commissaire général en charge des hydrocarbures. Vous voyez, attendez, osez. Je ne veux pas encore dire que vous savez de mauvaise foi. Donc déjà là... Je pense que nous devons tourner la page. Non, ne tournons pas. Mais, non, mais attendez. Je suis par contre à l'aise, mais les téléspectateurs qui vont suivre constatent que, ils ont du mal à vous juger. Parce que là, déjà, je vous dis qu'il n'y a pas un commissaire général chargé des hydrocarbures. Et là, vous changez encore. Vous changez encore. Vous changez encore. Ouais. Voilà. Ingénieur José Tedika. Le gouverneur a mis la charrue avant le bœuf. Non, il n'y a pas de charrue avant le bœuf. Il n'y a pas de charrue avant le bœuf. Les ministres sont là, ils sont installés. Et
il faut améliorer peut-être les conditions. Mais les conditions sont là, mais il faut améliorer les conditions. C'est pour ça que ce verbe existe dans le dictionnaire. Merci beaucoup. Le verbe améliorer, ce n'est pas nous qui allons le mettre. Donc on va améliorer les conditions. Alors, ingénieur José Ntedika, Oui. peut-être bientôt nous allons tourner la page rapidement. J'ai deux petites préoccupations, peut-être qu'on a failli passer. Une seule, bon, rapidement, oui. Les gouverneurs de province continuent jusque-là à payer des dettes politiques. Création de deux nouvelles agences, l'une pour le développement numérique et l'autre pour le développement en milieu rural. Est-ce que c'était opportun ou une priorité en ce moment? De deux, l'aspect du stade Lumumba, plusieurs personnes en parlent. Il y a un autre angle qu'on n'a pas abordé. Puisque vous aviez dit que le budget d'investissement du gouvernement central prend en compte cette infrastructure sportive, pourquoi les gouverneurs veulent à tout prix réaliser cela, ou soit financer cela, alors qu'il y a d'autres priorités? Est-ce qu'ils ne visent pas quelque chose derrière ces chantiers? Je dis. Bon, je crois que c'est quand même capital de pouvoir répondre à ces deux questions-là. Donc si j'oublie une, vous allez me rappeler. Oui, la création des agences, et c'est pour payer des dettes politiques. Non, il n'y a pas de... Ça relève d'une certaine vision qu'on a. Mais regardez les domaines sur lesquels on est en train de verser. Le domaine de la numérique. Et ça dépend des aspects politiques ou ça dépend des aspects techniques. Je crois que nous sommes en train tous de muter vers la numérique. Et donc, ça nécessite un cadre approprié pour qu'on puisse réfléchir et se projeter vers l'avenir, de manière à ce que nous puissions être dans le diapason. Et donc ça ne relève pas des enjeux politiques, ça relève plus des enjeux techniques, mais en plus, ça relève de la vision qu'on a de la province, de la mettre à un certain diapason. Donc voilà que ça échappe carrément. Maintenant, le stade. C'est plutôt le stade que je peux dire que ça relève plus des enjeux politiques que autres. Maintenant, politique, dans sa définition noble, c'est de servir le peuple. C'est dans sa définition noble. Donc, le chef du gouvernement provincial pouvait bien s'en départir, il n'aurait pas été blâmé. Mais parce qu'il y a des préoccupations sur terrain qui se disent, bon écoutez, je veux me faire violence. En fait, il s'est fait violence pour pouvoir aborder ce genre d'aspect. Mais sinon, la construction du stade relève du budget d'investissement, lequel budget d'investissement est pris en charge par le pouvoir central. Mais il va devoir s'y mettre. Non, il va devoir s'y mettre. Ici, il est déjà mis. Mais c'est pour satisfaire aux besoins de la population, pour lesquels il a été élu. Il a été élu pour servir, rien que servir. Voilà, nous allons passer aux préoccupations par rapport au pays. On va chuter avec les préoccupations par rapport à votre parti, l'Union pour la Nation congolaise. Monsieur le directeur de cabinet adjoint du gouverneur de province, la RDC traverse un moment de guerre. Toutes les provinces sont sensibilisées. Toutes les institutions sont mobilisées. Est-ce qu'on peut savoir, chez nous, au Congo central, quel est l'effort que la province apporte par rapport à la guerre que vit la RDC? Déjà, hier, il y a eu le message du gouvernement, lu par le porte-parole du gouvernement. C'est dans l'accompagnement du message du chef de l'État. Et il réitère aussi, au nom du gouvernement, la mobilisation qu'il faut avoir par rapport à cela et la conscience qu'il faut prendre qu'au fait, on entre déjà dans une zone de turbulence. Il faut qu'on en prenne conscience. Et maintenant, d'autres aspects, c'est que je crois que d'ici là, un autre planning sur le plan factuel d'accompagnement qui pourrait être mis en place. Et comme vous êtes des journalistes, certainement que à travers vos différents canaux, on saura certaines dispositions qui doivent être prises par rapport à ça.
Oui. Mais sinon, il faut qu'on prenne conscience. Et moi, je suis le premier à prendre conscience. Pour preuve, je suis en tenue sombre. Félicitations pour le patriotisme. Voilà, pour que vous puissiez comprendre que, en fait, nous sommes dans une période tout à fait trouble. Monsieur José Ntedika, le chef de l'État, lors de son adresse, où il a peint la situation sécuritaire à l'est de la RDC, nous avons suivi, selon ma compréhension, le chef de l'État a axé son discours sur 3 points, notamment là où il a échoué sur le plan diplomatique, où il a appelé également, un autre point, il a appelé les jeunes à se mobiliser, et un autre point, c'est l'unité nationale. Est-ce que c'était une façon pour les chefs de l'État de faire un mea culpa pour dire « j'ai échoué dans ma mission, celle de pacifier l'Est du pays comme il a si bien promis lors de sa campagne électorale ». Parce que vous comprendrez que malgré que le chef de l'État ait avoué qu'il a échoué diplomatiquement, mais au finish de son discours, aucune solution proposée. Bon, moi je ne veux pas vous suivre sur ce terrain-là. Je veux seulement signaler que nous sommes en période de trouble et qu'il y a certaines situations qui ne nécessitent pas de clivage. Aujourd'hui, nous devons être non clivants pour comprendre qu'il y a lieu de pouvoir se mettre tous ensemble pour que nous puissions combattre l'ennemi en face de nous, ou l'adversaire en face de nous. C'est comme cela que c'est cette orientation-là que je vous réponds. Je fuis votre orientation-là. Voilà. Monsieur José Ntedika, vous l'avez fui, c'est bien bon. Le chef de l'État appelle à un élan de solidarité. Pour y parvenir, pensez-vous vraiment que ça doit se limiter au simple discours qu'il a prononcé, ou il faille tout de même solliciter du chef de l'État d'autres efforts supplémentaires, peut-être plus diplomatiques au niveau local, au niveau national, pour pouvoir obtenir, parvenir à cet élan de solidarité de façon vraie. Parce que le faire dans un simple discours, vous ne pensez pas que ça ressemble à une certaine hypocrisie, considérant, vous avez parlé du clivage, mais ce clivage, il est là, il existe. Mais comment les transcender de façon réelle, sans demeurer dans une posture qui ressemble un peu à de l'hypocrisie, comme je viens de le dire? Oui, vous allez dire hypocrisie et tout ça. Le clivage, il existe, je suis d'accord avec vous. Mais nous sommes devant une matière non clivante. L'insécurité qui nous guette tous. C'est comme vous êtes dans un immeuble, ou un immeuble qui est en train de brûler. Vous n'allez pas commencer à dire, moi je suis au premier étage et tout ça. L'autre, moi j'ai tel appartement qui valent mieux que l'autre. C'est de se dire comment éteindre le feu. Le reste, quand le feu va s'éteindre, bon, chacun va se dire, moi j'ai la plus belle femme, moi j'ai le plus bel appartement et tout ça. Mais maintenant, l'immeuble est en train de brûler. L'immeuble est en train de brûler. Et dans l'immeuble, il y a nos enfants, il y a des appartements, il y a des télévisions, il y a tout. Mettons-nous d'abord ensemble pour éteindre le feu. Et puis après, on va voir qui est plus beau, qui est plus grand, qui est plus fort, qui est plus riche, qui est... C'est ça. Voilà. Ingénieur José Ntedika, une autre question par rapport à cette thématique, puisque là nous parlons de la situation sécuritaire à l'est de la République. Le chef de l'État, dans son adresse à la nation, le jeudi 3 novembre 2022, a appelé la jeunesse à constituer des groupes de vigilance, mais aussi à s'enrôler dans l'armée. Nous l'avions vu dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest où des groupes d'autodéfense ou encore de vigilance se sont finalement transformés en rébellion. N'avez pas, soit vous ne pensez pas à une telle hypothèse en tant que partenaire de l'IDPS, puisque vous êtes dans l'Union sacrée, certainement vous avez été consulté avant que ce discours ne soit prononcé, bien qu'il a également ses prérogatives, lui en tant que chef de l'État. Et en dehors de ça, cet appel à l'adhésion ou à l'enrôlement dans l'armée de jeunes
Les conditions de nos militaires ne sont pas encore améliorées. Notre armée n'est pas encore suffisamment équipée. Qu'est-ce que vous pensez à ce niveau pour relever les défis? Non, déjà, ce que je pense, ce n'est pas de ressasser à la presse, par exemple, que notre armée n'est pas équipée, notre armée ceci, présenter les faiblesses de l'armée à la presse, déjà, parce que ça relève de la stratégie, ça relève de l'opérationnalité. Et donc, je pense qu'au moment actuel, il y a lieu de pouvoir, et là aussi, au niveau de journalistes, c'est toute cette vigilance-là. C'est toute cette prise de conscience qu'il faut avoir. Je crois que même le journaliste, il doit réorienter son discours pour permettre de mobiliser les gens davantage. Parce que si on n'a pas un langage de mobilisation, justement, on va connaître ce qu'on est en train de connaître, où des militaires vont au front, ils détalent et tout ça. Donc de gens en tant que responsables, il y a une certaine manière d'aborder certains sujets liés à cela au regard de la délicatesse de ça. Et moi, je vous invite aussi, vous, en tant que personne de la presse, de pouvoir adopter un message qui ne puisse pas démobiliser davantage. Ce n'est pas un message de démobilisation, puisque nous sommes... On vous en rend compte, c'est ça? Non, puisque nous sommes en temps de guerre, il ne s'agit pas d'un message de démobilisation, mais je posais la question pour savoir comment équiper davantage, puisque nous sommes équipés, nous avons un équipement, nous avons notre arsenal, mais peut-être aller au-delà de ce que nous avons. Le commandant suprême de l'armée, ou des forces armées, il sait comment le faire. C'est des matières délicates, mon ami. Et qu'on n'aborde pas surtout de n'importe quelle manière en ce moment-ci. Parce que, bon, il y a des, voilà. Donc, on n'aborde pas d'une certaine manière. Voilà. Voilà, nous cheminons lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, nous avons reçu pour vous le directeur des cabinets adjoints du gouverneur de province, son Excellence Guy Bandundu Guidi. Il s'agit de M. José Tedika, qui n'est plus une personne à présenter dans notre presse dans la province. Maintenant, là, on va parler de votre parti, l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise. Dites-nous la vérité. Rien que la vérité. Nous avons appris que le président national, M. Vital Kamerhe, ferait du chantage au chef de l'État. Primature, pour le moment, c'est la primature ou rien. Ou alors, il sera question d'appliquer l'accord de Nairobi que nous connaissons. Entre-temps, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, voudrait se représenter encore en 2023 pour un deuxième mandat. Déjà, ce que nous apprenons est vrai ou faux? Qu'il ferait du chantage auprès du chef de l'État. Donc, concrètement... Primature à tout prix. Donc, concrètement, il parlerait à deux. Si on ne lui accorde pas la primature, donc, il va postuler. Concrètement, il parlerait à deux. Et comme je ne fais pas partie de leur discours, comment je peux... de leurs entretiens... Mais vous faites partie du secret donc, je ne fais du pas roi, partie, comme vous aimez bien l'appeler, le faiseur du roi, oui, ou les faiseurs des rois. Oui, c'est un faiseur de roi. Moi déjà, il a fait de moi roi. Je suis un petit roi dans mon village parce qu'il a fait de moi conseiller du chef de l'État. Donc, cette histoire du chantage, vous ignorez? Non, je ne fais pas partie de leurs entretiens. Et puis, pourquoi il ferait du chantage? Vital Kamerhe n'est pas un monsieur mesquin. C'est des discours des petits-enfants. Vital Kamerhe n'est pas un monsieur mesquin. C'est une grande personnalité, c'est un homme d'État. Donc, en plus, je crois que s'ils se parlent à deux, il est indécent qu'une autre personne puisse rapporter un discours qu'il n'aurait pas entendu au moment où ils étaient en train de parler. C'est indécent. Et je crois qu'au niveau de mes responsabilités, je suis déjà porte-parole du parti, ce serait indécent que je puisse m'orienter vers ces comportements que je peux juger irresponsables. Monsieur José Tedika, sur cette thématique, moi je vous prends en casquette de porte-parole national adjoint du parti politique UNC. Oui.
Et si et seulement si le président de la République, dans votre caucus de cash que vous avez formé lors des séances électorales précédentes, et que vous reviendrez justement sur cet accord que le président Vital Kamerhe devrait se présenter comme candidat président pour le compte du cash, est-ce qu'il aura encore du crédit devant la population congolaise du fait qu'il a été impliqué et condamné même pour détournement des deniers publics avec le dossier 100 jours dans son axe construction des maisons préfabriquées pour des militaires? Ben, je pensais que vous allez vous souvenir qu'il a été acquitté. Mais déjà que vous ne vous souveniez pas de cela, c'est un problème. Donc, vous savez que c'était un procès tout à fait politique et que sur le plan judiciaire, après finale enquête, on s'est rendu compte que il n'est pas dans cela et donc il a été acquitté. Aujourd'hui, on ne peut plus revenir sur cela, on ne va plus ressasser le passé. Donc, il a été acquitté. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur le porte-parole de l'UNC. Ouais. Le journaliste est le mieux informé. Ouais. Donc, en vous posant cette question, le confrère est bien informé de l'évolution de la situation de celui que vous aimez appeler le pacificateur jusqu'au bout, le président national de l'UNC. Ouais. Donc, nous avons la maîtrise, du moins à notre niveau, de l'évolution de sa situation depuis qu'il a été arrêté et jusqu'à ce jour. Donc, c'est juste ce que la population dit sur la personne de Vital Kamerhe, bien qu'il soit acquitté. Aujourd'hui, si vous faites un vox pop, il y a toujours une couche de la population qui considère Vital Kamerhe comme un détourneur, bien qu'il soit acquitté. Ok. C'est sur le plateau de télévision ici que je suis en train d'apprendre que le journaliste serait omniprésent, omnipotent et qu'il ne peut pas se tromper. Je vous dis que sur cette affaire, il a été acquitté. Maintenant, que vous puissiez me dire qu'il y a des gens qui croient que c'est un détourneur, moi je les applaudis. Mais qu'ils respectent aussi que nous, qui ne croyons pas qu'il est détourné, qu'on nous respecte aussi. Mais d'où ça vient cette histoire-là? Que quand quelqu'un pense autrement, qu'il ne faut pas l'accepter. Il croit qu'il a détourné. Ok, ça c'est leur problème. Parce que il est aussi des cas où des personnes n'aient pas l'autonomie de la réflexion, qui transposent ce qu'on met dans leur tête. Et moi, je ne suis pas de cela. S'il y croit, c'est bon, bravo. Mais moi, je n'y crois pas. Et en plus, je crois que notre appareil judiciaire a dû acquitter le président Vital Kamerhe. Et donc, aujourd'hui, c'est un homme libre qui peut se présenter à tous les échelons qu'il faut. Monsieur... Et en plus, comme vous êtes journaliste, mais je pensais que vous allez dire aux téléspectateurs qu'il y a des conteneurs, des maisons préfabriquées qu'il y avait ici au port de Matadi. Ça, vous n'avez pas vu? Ah, si vous n'avez pas vu... Monsieur le Dirkaba, c'est votre président national, c'est le président national de votre parti. Oui. Je comprends que vous soyez en train de vous déployer avec autant d'énergie pour parler de ces dossiers, qui est parti d'une condamnation quand même au premier degré, mais de l'acquittement, comme vous l'avez dit au finish. C'est cela, c'est que nous retenons. Je crois que vous serez d'accord avec moi sur ce point. Nous allons... vous m'empêchez de parler. Nous ne vous empêchons pas. Je constate que vous voulez m'immoler sans que je n'ai la possibilité de me défendre. Non. C'est vous qui venez de nous dire qu'il a été acquitté. Ouais, c'est qui ne reste pas à une information pour nous, peut-être pour certains téléspectateurs, humblement. Ouais. C'est cela, je pense. Ouais. Et laissez-nous quand même vous poser notre question concernant votre cher parti, l'INC. Merci, monsieur José. Ma question sur l'INC me ramène chez nous, au Congo central. Ouais. Les gouverneurs de province, Guy Bandundu Nguidi,
J'espère que, répondant à ma question, vous reviendrez sur le fait qu'il n'a dit mot sur les dossiers Mbanzango. C'est une question que j'avais posée, vous n'y avez pas répondu. J'espère que vous y reviendrez. Mais c'est notre gouverneur, Guy Bandundungidi, nous a été présenté comme membre de l'INC. Depuis quand est-ce qu'il a obtenu sa carte de l'INC? Parce que le fait qu'il soit membre de l'INC a ressemblé à une nouveauté, à une information pour le Né Congo, qui ne l'avait jamais vu auparavant sous les couleurs de l'INC. Cette histoire ne ressemblait... en fait, c'est par la force du besoin de la cause que finalement... Parce qu'il y en a même aujourd'hui qui semblent les considérer comme plus proches de l'AFDC, de Bati, que de l'INC. Est-il vraiment de l'INC et depuis quand? Je ne sais pas. Voilà. Nous, un petit éclaircissement dans ces sens. Je suis le porte-parole national adjoint de l'UNC. Donc je crois être une personne mieux placée pour présenter les faits. Je dis encore que le docteur Guy Bandou, devenu gouverneur, est bel et bien membre de l'UNC. Maintenant, ceux qui n'y croient pas. Depuis quand? Ceux qui n'y croient pas. Ceux qui n'y croient pas. Je souhaiterais qu'ils viennent sur le plateau pour présenter la liste exhaustive des membres de l'UNC. Est-ce qu'ils ont la liste exhaustive des membres de l'UNC? Non. Il y a une autre question importante. Hein? Vous comprenez? Non, il est là depuis longtemps. Il est là depuis longtemps. Ce n'est pas le besoin de la cause. Ce n'est pas le besoin de la cause. Mais maintenant, quand même, autre chose, quand même, il faut savoir. Hein? Je voudrais qu'on se mette d'accord. C'est vrai qu'au départ, il est porté par l'UNC, mais qu'aujourd'hui, il est d'union sacrée. Et donc, chacun peut essayer de tirer la petite partie qui le concerne par rapport à l'union sacrée. Donc, il fait l'ombre d'aucun doute, le docteur Guy Bandou, il est bel et bien membre de l'Union pour la nation congolaise. Excusez Rebecca, une minute c'est très important cette question de Mbanzango, des étendues de terre, et aujourd'hui, nombreux se posent des questions, des grandes étendues de terre en vente dans les Congo central, ça répond à quel plan? C'est quand même délicat. Et le silence de l'autorité provinciale fait poser des questions. Ah bon, c'est vous qui croyez qu'il reste taiseux par rapport à la situation. Mais je crois qu'on s'y emploie. Je ne veux pas dévoiler certains secrets si je vous disais que moi-même, personnellement, j'étais dans un mousse, ça fait 2 semaines. Donc la semaine passée, toujours ces sujets-là. Donc, on est en train de suivre la situation. C'est vrai qu'elle est délicate. On est en train de suivre la situation. Mais ce qu'on peut dire à travers votre chaîne, c'est de pouvoir tranquilliser la population pour dire qu'on est en train de s'y employer. Et même au niveau de l'Assemblée provinciale, je crois qu'il y a des mesures qui vont être prises en termes d'édits, en termes de recommandations, de manière à ce que on puisse mieux encadrer ces genres de choses pour que ça ne revienne plus demain. Donc, et puis en plus, je ne sais pas s'il y a des amis qui ont été lors de la rencontre interinstitutionnelle, on a aussi parlé de cela. Donc, mais pour Timanti, une question éminemment sécuritaire, on a vu se déployer sur terrain de communicateurs, je ne sais pas, je ne sais pas, voilà, c'est à eux qu'on a donné le rôle de dire à la population ce qu'il y a en Timanti. Quand bien même nous avons l'ANER, quand bien même l'armée a un service de renseignement, quand bien même l'État est correctement structuré pour dire à la population ce qu'il y avait en Timanti, contrairement à la rumeur qui s'était répandue. Et aujourd'hui, vous dites que vous vous y employez, c'est vrai, mais sans rien dire tout de même à la population, monsieur le Dirkaba. Non, déjà à la base, c'est un conflit, c'est pas un conflit, à la base ce n'est pas une vente de terres, c'est un conflit entre propriétaires des terres. Jugement, et c'est dans l'exécution du jugement qu'il y a dérapage. Donc au départ il n'y a pas vente de terres, c'est dans l'exécution du jugement qu'il y a dérapage. Ceux qui remportent le jugement, ok, ils vont faire déguerpir les perdants. Mais c'est dans l'application justement de ce jugement qu'il y a dérapage. Maintenant, les autres aspects, c'est pour ça que je dis que c'est pris en charge par les institutions qui doivent le faire, la justice. Il y a eu, ça a été traité même au niveau du gouvernement national.
où le chef de l'État a institué une commission interministérielle qui est descendue ici avec l'intérieur, avec la justice, et dans la chaîne justement de l'exécution de la mesure qui a eu ces dérapages. Et donc tout cela est pris en charge de manière à ce que demain, d'abord, ceux qui ont été dans cette position inconfortable, qu'ils puissent être pris en charge par l'État, de manière à ce que, parce que sur le coup, il y a 251 personnes sans abri qui nécessitent justement l'accompagnement de l'État. C'est ce qui est en train de faire, mais on doit dégager aussi les responsabilités pour revenir un peu de la source jusqu'au résultat que nous avons connu. Donc, c'est des choses comme ça qui parfois ne nécessitent pas... Vous êtes des journalistes, vous aimez toujours tirer le verre du nez, ok? Mais c'est des situations ou des choses que nécessairement on ne met pas sur la place publique tellement que ça nécessite de la passion, de l'émotion. On va y mettre de la passion alors qu'il y a 251 personnes qui sont sans abri entre nous. C'est irresponsable. Ce serait irresponsable de notre part. Maintenant, il y a 251 personnes qui sont mises à l'abri, qui sont sans abri. Devrons-nous attendre qu'il y ait encore demain 100 ou 200 personnes pour le faire? Non, on doit projeter de manière que ça n'arrive plus. Et donc, ça, ce devoir, il y a dans les systèmes, il y a la justice, il y a la sécurité, il y a tout ça. Et on est en train d'étudier. Voilà, ingénieur José Tedika, rapidement, pour finir, nous sommes presque à la fin, comme la présentatrice principale nous signale. Mais à la fin, je souhaiterais que vous y applaudiez pour le gouvernement. Mais continuons. On ne peut pas applaudir. On ne peut pas applaudir. Nous ne sommes pas, je vous ai provoqué. Voilà, nous restons journalistes. Alors, nous sommes une année préélectorale, puisque nous nous approchons petit à petit aux échéances électorales. Ça sera exactement en 2023, peut-être en décembre. Ingénieur José Tedika, qui était déjà à un rang très élevé, soit au niveau de la présidence de la République, conseiller du chef de l'État, revient en province. C'est pour se préparer à la bataille électorale ou comment? Non, déjà il faudrait que je sois candidat. Qui a dit que je serai candidat? Personne ne le sait. Non, je crois que tout cela va du plan des dieux. Et je vais vous surprendre. Il y a des témoins qui savent que ça n'avait pas été dans mes calculs de revenir ici en province. Il y a des gens qui le savent. Peut-être qu'ils vont me suivre. Mais c'est le plan de Dieu. Seul Dieu sait ce que l'avenir va nous donner. Mais ce n'est vraiment pas dans un calcul électoraliste ou électoral. Là, sa question rejoint ma dernière préoccupation. Si les collègues peuvent permettre que nous puissions clôturer par ici, compte tenu du temps. Ingénieur José, plusieurs observateurs avertis se sont dit comment quelqu'un peut-il abandonner l'ordonnance présidentielle pour s'accrocher à l'arrêté provincial d'un gouverneur de province? C'est une affaire de Dieu. En tout cas, je n'ai pas d'explication à donner. Malheureusement, il n'y a plus beaucoup de temps. Mais je dois avouer que ça n'avait pas du tout été dans mes calculs de revenir en province. Ça n'a jamais été dans mes calculs. Alors je me dis, qu'est-ce que Dieu prévoit? Je ne le sais pas et je me remets à lui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous les confrères. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour l'attention que vous nous avez accordée à cette émission que nous avons intitulée Questions d'actualité. Et nous venons d'échanger, de parler avec notre invité sur plusieurs questions d'actualité par rapport à la province du Congo central, par rapport à la RDC et à son parti, l'UNC. Nous vous disons merci beaucoup pour toute l'attention que vous nous avez accordée et le rendez-vous est fixé pour le prochain numéro. Merci et paix chez vous. On commence par Rosé.